Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Avec nous autres. Enfin, vous deux, hein. Pas vous. Nous. Ah, mais comme vous êtes les bienvenus, soyez des nôtres. Les nôtres juste le temps du spectacle. Après, vous rentrez chez vous. Et vous serez parmi les vôtres. Voilà, moi, c'est... moi. L'autre, nous autres, les nôtres, et moi, nôtres, nous autres, les nôtres, et moi, nôtres, nous autres, les nôtres, et ça répond avec un couinement strident. Mais le bateau avance. Ils arrivent au large. Et certaines vagues sont aussi hautes qu'un immeuble de 6 étages. Stratis pousse le moteur à fond et le bateau avance à peine. Et au large, Stratis voit l'autre bateau rempli de gens, un pneumatique. Il se laisse traîner vers la pointe de l'île, là où il y a le phare, là où il y a des gros rochers. Il voit une autre personne, une femme. Il l'attrape, le tire, l'amène jusqu'au bateau. Un homme. Il nage vers lui, l'attrape, tire une femme, un enfant. Une autre femme, un autre enfant, un homme. Mais bientôt, il n'y a plus de tête à la surface de l'eau. Dans leur langue, il y a 2 mots qui sont importants. Philotimon, ou l'honneur et le respect par les gestes de sacrifice ou de générosité, et philoxénia, ou l'hospitalité envers les étrangers. Hakem a la peau mate, ses yeux bruns sont doux, ses cheveux noirs bouclés. Tout les oppose, mais ils se rencontrent et ils s'apprécient. Ils passent du temps ensemble, racontent leurs secrets. Ce sont des bons amis. Le temps passe vite, les enfants grandissent. Hakem a 16 ans et Martine 14. Les jeux de l'enfance se muent en sentiments que l'un a pour l'autre. Martine hésite à quitter chez elle, à laisser son confort. Quoi? Changer de pays? Ce n'est pas facile. Hakem la réconforte. Il sera avec elle, que ça soit ici ou là. C'est lui qui sera son foyer. Son cœur est là pour elle. Et pendant qu'il lui parle, Martine regarde les yeux doux de son bien-aimé. Il est son destin. Elle dit oui, partons, quittons ce maudit coin où l'on empêche l'amour de 2 êtres aimants. Hakem et Martine sont montés au beffroi, attachés avec chaîne et mis de chaque côté de la cloche en haut, sans pouvoir se voir. Ils ont démaillé, chacun a le sien. Ils doivent taper fort la cloche en métal chaque quart d'heure, chaque demi-heure, chaque 3 quarts d'heure, ainsi que l'heure même. Jour après jour, ils sonnent. Mois après mois, ils tiennent.
Et puis il revient vers le devant, trouve un tonneau, enlève le couvercle, une odeur exquise s'en échappe. Il prend la louche roi dans sa main, le plonge dans le tonneau et fait couler dans le pot un miel jaune brillant. Une deuxième, une troisième, et soudain, une grosse goutte tombe à côté. Le berger nettoie son bâton ensanglanté et quitte l'épicerie, sans oublier le miel. Il marche vite, traverse le village et commence à descendre la plaine. Mais les villageois du village ont entendu des cris venant de l'épicerie. Ils sonnent l'alerte, prennent bâton, marteau, scie. Ils sortent de leur maison, courent dans les rues, entrent dans l'épicerie et voient les corps de l'épicier, chiens, chats et mouches. Il y a des exclamations, des cris stridents. Tous sortent de l'épicerie et ils poursuivent le berger. Lui il court maintenant, mais les autres sont rapides. Sur la plaine, il l'attrape et il l'encercle, puis il crache dessus, puis il lance des insultes, puis il commence à grogner. Le corps du berger est étendu sur la plaine. Ceux d'en haut ne voulaient pas faire ça, mais voilà, c'est... Ils ont quitté la guerre. Et ce jour-là, personne ne meurt, ni le jour d'après. Et avec le refus et le temps qui passe, les esprits se calment et on change des idées. Les gens voulaient faire ça, mais voilà, c'est... Mais vous, qui avez entendu cette histoire, vous savez pourquoi la guerre a commencé? Et si c'était vous, auriez-vous pu l'éviter? Quels sont vos choix quand une goutte tombe à côté?